outro fator é entender Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Christian Le Chervy, nous sommes ravis de te rencontrer. Christian donc est ambassadeur de France en Birmanie et vu l'actualité, nous profitons de ta présence pour te poser quelques questions. La première sera déjà quelle est à ce jour la situation politique et sanitaire en Birmanie? On va commencer par la situation sanitaire parce que les conséquences économiques et sociales du coup d'État militaire du 1er février viennent en fait s'ajouter à une crise du Covid qui a commencé en Birmanie à la mi-mars 2020. Cette crise, elle est de longue durée pour la Birmanie. Elle a entraîné la fermeture de la quasi-totalité des liaisons aériennes avec le reste du monde, la suspension dramatique du développement du tourisme. Le Covid a détruit à peu près 30 000 emplois dans le secteur du tourisme et la moitié des hôtels sont aujourd'hui fermés. Ce qui est évidemment dramatique pour certaines régions du nord et du centre et de l'est du pays. Aujourd'hui, nous n'avons pas une connaissance très fine de ce qu'est la propagation de la Covid-19 parce qu'un des effets du coup d'État militaire du 1er février, c'est que le système hospitalier est aujourd'hui complètement à l'arrêt. Le pays compte à peu près 1200 hôpitaux civils. Sur ces 1200, 1 millier d'entre eux sont totalement fermés. Alors, les militaires font valoir évidemment qu'ils ont des savoir-faire, qu'ils ont des hôpitaux, qu'ils sont au service de la population, mais ça ne répond pas aux besoins. Et donc, on n'a plus de vision très claire du nombre de cas. Officiellement, hier, on a eu 32 nouveaux cas. Il faut se souvenir que depuis le début de la crise, la Birmanie est l'un des pays le plus touchés d'Asie du Sud-Est. Il est le 3e en taux de mortalité. On était autour de 3200 morts avant le début du coup d'État. Et officiellement, au 1er avril, il y a eu 142 000 personnes qui ont été portées malades. Alors, il y a un début de vaccination. Des vaccins ont été importés d'Inde, mais la vaccination est extrêmement mal organisée. Les personnes prioritaires n'en bénéficient pas forcément. Il y a des lieux où tout le monde peut se faire vacciner. Ça, c'est la réalité sur Yangon. Dans le reste du pays, évidemment, la situation est plus compliquée. Les manifestations sont pas, par définition, un lieu de distanciation sociale. Alors certes, il n'y a plus de manifestations de masse comme on a pu les connaître au début des jours qui ont suivi le coup d'État, mais les mesures, disons, de protection sont évidemment moins nombreuses. Donc il est vraisemblable que l'on a eu une accélération du nombre de cas de la Covid-19 depuis le coup d'État militaire. Mais ses conséquences en matière de mortalité, en nombre de cas, en termes d'attention, je dirais, de la société est évidemment faible. Alors, une fois qu'on a parlé de la question de santé, la situation politique, elle est dramatiquement simple. Il y a aujourd'hui des militaires qui se sont saisis par la force du pouvoir, qui reconfigurent des militaires qui reconfigurent les institutions. Ils ont créé un nouvel dispositif de leur exécutif, le conseil d'administration de l'État, qui a ceci pour originalité de rassembler à la fois des civils et des militaires. Donc, l'organe de pouvoir est évidemment entre les mains du commandant en chef des services de la défense et de son numéro 2, mais il y a un certain nombre de civils qui se sont ralliés au dispositif. Donc, quand on parle d'une junte militaire, un peu plus compliqué que cette terminologie. En tout cas, c'est un schéma politique un peu différent de celui qu'on a connu par le passé. Cette junte, elle ne parle quasiment à personne, à la fois dans la société birmane et avec l'étranger. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui de sortie de crise collective, mais surtout la situation se dégrade d'un point de vue tout simplement humanitaire. On a
dépassé ces derniers jours les 500 morts. Le décompte officiel de l'Association des prisonniers politiques est de 543 morts alors où nous parlons. 2741 personnes qui ont été incarcérées sur des motifs, je dirais, très, très variables, en tout cas sur des décisions arbitraires, et dans l'ensemble de cas, d'ailleurs, ces personnes n'ont pas été formellement condamnées. Donc, on a, je dirais, une situation qui est bloquée, avec des militaires qui ont de grandes difficultés à s'imposer autrement que par l'usage indiscriminé de la force. Et la répression, elle est visible non seulement dans les grandes villes, comme Rangoon ou Mandalay, mais aussi dans les zones rurales et les villes moyennes, qu'elles soient, je dirais, ethniquement birmanes, Bama, ou chez les minorités ethniques. La répression est extrêmement dure dans l'État Kachin, elle l'est également dans l'État Shan, dans les communautés Kayin, Karen, dans l'est du pays. En fait, cette situation et cette répression, quelles sont la nature et l'impact escompté des sanctions votées en début de semaine par l'Union européenne, et même s'il ne s'agit que d'une déclaration, mais de la position du Conseil de sécurité de l'ONU? Bon, les sanctions qui ont été adoptées par l'Union européenne le 22 mars, elles ouvrent la voie, au fond, à quatre choses. La première, c'est qu'elles donnent une base légale pour sanctionner des individus ou des entités économiques et financières. C'était absolument indispensable. Et donc, il y a un travail juridique qui a été fait. Et aujourd'hui, on peut sanctionner toute personne ou entité qui porte atteinte à l'état de droit et à la démocratie et évidemment à la stabilité, à la paix de ce pays. Sur cette base, une première série de sanctions a été adoptée sur des personnes, c'est-à-dire des individus qui sont ceux qui incarnent le coup d'État, le numéro 1 et le numéro 2 de l'armée, les militaires qui sont au cœur du conseil d'administration de l'État, le vice-président de la République militaire qui a, au fond, fait en sorte de transmettre l'ensemble des pouvoirs au commandant en chef des forces armées, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Mais on a aussi sanctionné à l'échelle européenne, et ça c'est une des originalités de l'approche européenne, le président de la commission électorale de l'Union. Au fond, on a bien vu, une des raisons avancées pour ce coup d'État, c'est que les élections du 8 novembre de 2020, ces élections générales qui étaient à la fois pour choisir les parlementaires des deux assemblées nationales, mais aussi les 14 parlements des États et des régions, sans parler de quelques ministres ethniques qui font l'objet de votes particuliers. Dès le lendemain du coup d'État militaire, on a mis sur pied une nouvelle commission électorale avec un nouveau président qui a été au fond chargé de trois choses. Il a été chargé de mettre en cause les élections qui venaient de se tenir, mais aussi d'en organiser de nouvelles, je dirais, à la main des militaires qui ont pris le pouvoir. Donc, on a des sanctions qui portent sur des individus. Le deuxième train de sanctions, c'est le sujet qui est aujourd'hui en débat, même si probablement on peut penser que de nouvelles individualités seront visées. Ce sont des entités économiques et financières qui apportent des revenus substantiels à l'armée. Et cette dimension est tout à fait importante parce que ça veut dire que l'on vise des entités qui servent au renforcement financier de l'armée. Alors attention à ne pas confondre l'armée et l'État, même si l'État aujourd'hui est dirigé essentiellement par des autorités militaires. En tout cas, l'incarnation de l'État, le président en exercice ou le président et le vice-président du conseil d'administration de l'État sont issus des milieux militaires, d'actifs ou de retraités pour ce qui concerne le vice-président, ex-vice-président de la République, aujourd'hui chef de l'État par intérim de ce régime. Donc, il y a la volonté d'identifier ces entités
Les choses ne sont pas aussi simples que cela peut paraître parce qu'il faut des informations qui sont en réalité des informations qui peuvent être présentées comme preuve devant des juridictions européennes, toutes les juridictions européennes, ça doit pouvoir être jugé de manière homogène parmi les 27 États, et il faut expliquer comment ces informations ont été collectées. Donc, on ne peut pas utiliser n'importe quel type d'information. Des informations de presse, par exemple, ne sauraient suffire. Elles peuvent constituer des éléments, je dirais, d'un dossier, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, ces éléments prennent du temps à être rassemblés, d'être partagés aussi par les 27. Et ce qu'il faut bien mesurer, c'est les effets que l'on recherche, non pas sur la population, une fois encore, mais sur les intérêts de l'armée. Il y a une très grande attention, et ça c'est la troisième approche des sanctions européennes, qui est de ne pas ajouter du drame au drame, et donc de préserver, je dirais, toutes les formes de solidarité qui peuvent s'exprimer. Et ça s'est traduit par un quatrième facteur, qui était une volonté d'examiner l'ensemble des politiques de coopération de l'Union européenne elle-même et des États membres, avec un objectif que a rappelé le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères devant la représentation nationale, qui est de ne pas coopérer avec l'État, mais de pouvoir poursuivre les actions au service des populations d'un pays dont, je rappelle, même si c'est parfois oublié, qui est statistiquement un pays parmi les moins avancés. Un PMA, ils ne sont pas si nombreux, et le coup d'État vient perturber toute la stratégie de sortie de la pauvreté qui avait été conduite par le gouvernement précédent. Et j'allais dire, on commence malheureusement à le voir, ne serait-ce qu'en termes de projection économique, puisque en janvier, on pensait à un rebondissement de l'économie suffisamment significatif pour faire de la Birmanie l'un des deux pays d'Asie du Sud-Est à connaître sur l'année budgétaire 2020-2021 une croissance positive. Aujourd'hui, les projections qui sont énoncées par la Banque mondiale sont une récession de 10%. Donc, on a une inversion totale du dispositif, et je pense que les résultats du gouvernement sortant, qui a pu obtenir une croissance des investissements de 37% en 2020, ce sera très difficile d'avoir une progression des investissements, notamment étrangers, dans cette proportion pour l'année qui est aujourd'hui très engagée. Et au niveau régional, quelles sont les réactions? Et je pense notamment aux institutions régionales et à la plus importante, la plus connue, l'ASEAN. Bon, les positionnements des différents pays de l'ASEAN sont évidemment différents les uns des autres. Aujourd'hui, l'Indonésie cherche à établir une navette diplomatique pour que le sujet birman soit évoqué dans un sommet dédié. Donc, il y a des déplacements de la ministre des Affaires étrangères indonésienne dans les différentes capitales pour essayer d'esquisser cela. Il n'y a pas dans les dispositifs de l'ASEAN, contrairement à ce qui existe un peu partout à travers le monde, je pense à l'Organisation de l'Unité africaine par exemple, de dispositifs de suspension d'un État ou de sanctions quand l'un de ses membres est confronté à un coup d'État militaire ou de quelque autre nature. L'Indonésie a lancé une diplomatie de la navette. Les Singapouriens ont condamné aussi les violences, ont demandé, d'ailleurs comme la France et la plupart des pays occidentaux, la libération de la conseillère pour l'État d'Aung San Suu Kyi, du président de la République au Win Myint, qui a été déposé par les putschistes. La Malaisie a une approche relativement similaire, ainsi que les Philippines. Alors évidemment, la Thaïlande est dans une situation un peu différente. D'abord, c'est un pays directement frontalier. C'est un pays qui accueille aussi une communauté birmane nombreuse sur son sol. Alors, il y a des débats parmi les experts sur cette question, mais disons, autour de 3 à 4 millions de Birmans sont
aujourd'hui en Thaïlande, réfugiés ou dans le marché du travail, même si beaucoup d'entre eux sont rentrés en Birmanie du fait du ralentissement des économies d'Asie du Sud-Est avec la Covid-19. Et puis d'autres États sont sur la logique de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État membre. Ce qui est recherché clairement, c'est d'établir un dialogue. Alors, évidemment, cette terminologie, elle peut être ambiguë si elle ne prend pas en compte toutes les parties. Et c'est un discours que l'on a aussi dans les enceintes des Nations Unies. Une sortie de la crise, ça suppose que toutes les parties politiques soient associées d'une manière ou d'une autre à une solution, je dirais, durable. La raison pour laquelle l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies souhaitait pouvoir effectuer un voyage à Naypyidaw, la capitale de la Birmanie, pour s'entretenir à la fois avec les militaires et avoir l'assurance de pouvoir s'entretenir notamment avec la conseillère pour l'État. Ce statut de conseillère pour l'État pour Aung San Suu Kyi est en réalité un mécanisme qui lui permet d'être la chef du gouvernement. Il n'y a pas de dispositif primo-ministériel dans la Constitution de 2008. Et comme la présidence de la République lui a été interdite constitutionnellement parce qu'elle a été mariée à un ressortissant étranger, ce mécanisme a été mis sur pied. Donc, il y a une volonté des Nations Unies, notamment, de faciliter l'émergence de solutions comprenant tous les acteurs. Ce qui se complexifie aujourd'hui, c'est que non seulement il y a, je dirais, les deux acteurs qui s'affrontent historiquement, en réalité depuis 1988, la Ligue nationale de la démocratie pour d'un côté et les militaires de l'autre, mais on voit bien que les conséquences du coup d'État du 1er février ont fait apparaître de nouveaux acteurs. D'abord, le premier acteur qui est apparu, c'est les manifestants eux-mêmes. Alors, on les a appelés la génération Z. Il ne faut pas oublier que l'âge médian en Birmanie, c'est 26 ans, donc c'est une population assez jeune. Mais parmi ceux qui conduisent aujourd'hui les actions de désobéissance civile, on trouve des gens beaucoup plus âgés. Et c'est particulièrement vrai dans le secteur de la santé, où des chefs de clinique, des médecins, sont vraiment au cœur de ces grèves générales. Donc, il y a à prendre en compte, je dirais, le mouvement de désobéissance civile, ceux qui organisent les grèves à répétition. Et puis, un dernier dispositif qui a émergé et pris une place importante dans la scène politique locale, le comité des parlementaires de l'Union. Alors ça, c'est un nouvel acronyme qui apparaît sur la scène, le CRPH. Cette structure vise à rassembler les élus nationaux de novembre 2020. Et ce mécanisme prend de l'importance à la fois pour les militaires, qu'ils déclarent totalement illégal, poursuivent d'ailleurs un certain nombre de ses membres pour haute trahison, mais cette institution a pris des décisions qui sont lourdes de conséquences pour l'avenir. La première, c'est qu'ils ont décidé d'abolir la Constitution de 2008, qui était une constitution faite par et pour les militaires. Donc celle-là a été annoncée il y a 48 heures. Il y a la volonté de bâtir un nouveau texte. Une charte constitutionnelle a été rendue publique. Et cette charte constitutionnelle, elle a un certain nombre d'innovations, mais surtout, elle a été rédigée à la fois par des élus de novembre dernier, mais aussi des partis ethniques et des groupes ethniques armés. Et donc, cette constitution a pour vocation de construire un État démocratique fédéral. Et donc, il est évident que les acteurs qui se sont associés à cette démarche auront leur mot à dire dans les mois et dans les années qui viennent. D'abord parce qu'ils pèsent éventuellement militairement sur le terrain, mais ils pèsent aussi politiquement, en particulier dans les États dits ethniques. Et donc, c'est en train de se créer, je dirais, un nouvel espace politique au point où ce CRPH cherche à se faire reconnaître aujourd'hui comme un gouvernement et devrait établir dans les jours qui viennent un gouvernement, je dirais, qui se met dans la continuité de celui qui était au pouvoir jusqu'au 31 janvier dernier.
Et donc, il y a déjà 5 personnalités qui ont été désignées. Ce gouvernement sera élargi probablement la semaine prochaine. Tu nous as bien décrit la situation et le cadre dans lequel elle évolue et l'évolution du cadre en lui-même. Et alors, dernière question, Christian, dans ce cadre-là, quelle perspective peut-on avoir à court et moyen terme? Bon, c'est évidemment une question très, très difficile. Les débats aux Nations Unies ont montré, comme d'ailleurs ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux ici, que la Birmanie encourt le risque d'une véritable guerre civile. J'évoquais tout à l'heure le nombre de morts répertoriés par l'association qui s'occupe des prisonniers politiques. On voit bien que cela ne prend en compte d'ailleurs qu'une partie des personnes décédées. Il y a malheureusement des gens qui disparaissent aujourd'hui. Il y a des affrontements armés entre des groupes ethniques, notamment dans l'État Karen et dans l'État Kachin, qui sont meurtriers à la fois pour les combattants eux-mêmes, mais aussi pour les populations civiles. Donc, ce qui est frappant dans la crise que l'on a sous les yeux, c'est que c'est pas seulement une crise dans laquelle des grandes villes sont l'objet de manifestations, Rangoon ou Mandalay. C'est une crise qui touche l'ensemble du territoire birman. Et ça maintenant depuis près de 3 mois. Et en moyenne, on voit bien, on est ces derniers jours entre 10-15 morts par jour. Et certains week-ends comme celui du 27 mars, particulièrement sanglant, avec 114 personnes décédées. C'est très préoccupant parce que la manière de répondre de l'armée aux manifestants, pour l'instant essentiellement pacifiques, c'est de tuer pour terroriser. Et on le voit bien, y compris dans des moments où il n'y a pas d'affrontement. Les discours sont des discours de terreur. Par exemple, cette semaine, les manifestants, ou la résistance, si on peut utiliser cette terminologie, a décidé de mettre dans la rue un certain nombre de poubelles pour montrer que la vie n'est pas normale au quotidien à Rangoon. Eh bien, dans la ville, a circulé des véhicules avec des haut-parleurs demandant aux habitants de retirer immédiatement cela, comme cela avait été fait d'ailleurs quelques jours avant pour lever les barricades qui fermaient l'accès à certains quartiers. Et les messages étaient très simples. Ou vous retirez ces déchets, les barricades, ou on vous arrête et on tue. Donc, je veux dire, on voit bien qu'on est dans une logique de construction de la terreur. Et c'est ça qui est, je dirais, très problématique sur le moyen long terme, parce que cela fragmente encore plus la société birmane, qui est déjà une société qui a été secouée à intervalles réguliers par des violences internes. Et pour les générations les plus âgées, ce qui se déroule aujourd'hui rappelle évidemment de très, très, très douloureux souvenirs. Mais c'est une situation qui polarise évidemment la société. Elle la polarise durablement, et d'autant plus durablement que, je dirais, les positions s'expriment en particulier sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, en Birmanie comme ailleurs, on ne dit pas les choses à demi-mot. Et donc, évidemment, les relations sociales dans les entreprises, dans les espaces publics vont être très difficiles à gérer si une solution politique est trouvée. Et ça, ce sont les dimensions psychologiques qu'il ne faudrait pas sous-estimer pour les mois qui viennent. La situation évidemment économique est difficile. Je parlais de récession. En tout cas, la machine économique est complètement à l'arrêt. Les banques et l'accès aux liquidités est devenu un problème au quotidien pour les entrepreneurs comme pour les citoyens. Et le transport à l'intérieur du pays est complètement rompu. C'est vrai des liaisons aériennes, mais c'est vrai aussi d'une bonne partie du transport des produits de première nécessité. Et donc sur les marchés
Les produits de saison, par exemple, qui viennent des provinces environnantes de Rangoon, sont difficiles d'accès. Et évidemment, dans ce contexte, les prix augmentent. Le prix du riz a augmenté de un peu plus de 10%, le prix du gasoil de 25%. La monnaie, dans une économie qui est quand même encore assez dollarisée, se déprécie de manière continue, près de 15% depuis le début de la crise. Donc, l'anxiété dans la société, évidemment, augmente dans ce contexte-là. Et elle est accentuée aussi, y compris par les problèmes qu'on vient d'avoir il y a quelques instants, par les coupures d'Internet. Et là, on voit bien aussi la situation se dégrade. Internet est coupé de toute façon maintenant depuis 50 jours, de 1h du matin à 9h. Depuis le 15 mars, c'est le Wi-Fi public qui a été suspendu. Et puis là, on voit bien que c'est maintenant l'ensemble des Wi-Fi hors ceux qui sont délivrés par câble, qui sont suspendus. Et donc là, l'isolement au sein de la société devient problématique et il est anxiogène. Parce qu'évidemment, quand vous vous déplacez, vous êtes prudent, donc vous cherchez à savoir si par les endroits où vous allez circuler, il y a du danger. À partir du moment où vous n'avez plus accès à Internet, vous ne savez pas où vous mettez les pieds et si l'endroit dans lequel vous êtes est safe depuis quelques temps. Et évidemment, comme la coupure d'Internet est couplée avec, je dirais, des confiscations de téléphones pour voir ce que vous mettez sur les réseaux sociaux ou les sites que vous consultez, les gens se déplacent maintenant sans téléphone. Donc, on est dans une situation où l'information se raréfiant. La presse écrite indépendante a totalement disparu. La presse internationale est inaccessible. Les chaînes de télévision ne sont plus retransmises, qu'elles soient chinoises, japonaises, coréennes, américaines, France 24, TV5 Monde. Toutes ces chaînes sont inaccessibles. Donc l'absence d'information, évidemment, crée de l'angoisse supplémentaire et aussi de la révolte supplémentaire. Christian, un grand merci de nous avoir consacré du temps et de nous avoir fourni autant d'éclaircissements. Écoute, j'espère que cet exercice, nous pourrons le renouveler et d'ici là, bonne continuation et bon courage. Merci de votre accueil. Je crois que c'est important que la Fondation Jean Jaurès, comme d'autres institutions et la presse en France, parlent de la situation. Accéder au pays est de toute façon impossible depuis le début de la crise de la Covid-19. Elle ne s'améliore pas, évidemment. Et donc, en parler, je dirais, avec le maximum d'éléments, permet aussi de définir et le soutien de la communauté nationale aux décisions de politique étrangère et de sanctions qui s'engagent, et puis apporter les solidarités qu'il faudra bien poursuivre, d'abord aux personnes qui se réfugient, voire à l'intérieur du pays, mais aussi dans les pays voisins, et puis maintenir, je dirais, les aides, voire même les augmenter au profit des personnes les plus vulnérables, qu'elles soient en zone urbaine, en zone ethnique ou dans les zones rurales déjà très fragiles. Merci en tout cas de votre soutien et de votre partage d'informations. C'est nous qui te remercions, Christian. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.